Bonjour à tous, je m'appelle Marie Perrin, je suis psychologue à l'hôpital Saint-Jacques de Gosheim et le réseau alsacien de soins palliatifs m'a proposé de faire une intervention sur l'accompagnement des familles en soins palliatifs, aussi au vu de mon expérience au sein de l'équipe mobile de soins palliatifs gériatriques de Bischwiller. Donc cet après-midi, nous parlerons de l'accompagnement des familles dans la maladie de leurs proches, mais également dans un second temps de l'accompagnement des familles dans le deuil, ce qui fait partie des missions du psychologue en soins palliatifs. Alors je vais commencer par vous donner un petit peu quelques rappels sur le cadre des soins palliatifs. Au niveau de la loi de 1999, eh bien en fait, dès cette loi, on sait que l'accompagnement des familles est légiféré, puisque la loi nous dit que les soins palliatifs sont des soins actifs et continus, pratiqués par une équipe interdisciplinaire en institution ou à domicile, qui visent à soulager la douleur, à apaiser la souffrance psychique, à sauvegarder la dignité de la personne malade et à soutenir son entourage. Donc que ce soit en institution ou à domicile, quel que soit le lieu où est le malade, eh bien notre accompagnement vise à soutenir également l'entourage. On doit donc se préoccuper de l'entourage, donc au sens plus large que celui de la simple famille, de qui est composé cet entourage, quels sont le lien avec le malade, etc. Et ça implique une chose qui est essentielle, à savoir d'aller chercher, d'être à l'initiative de créer le contact avec cet entourage. Parce que bien souvent, l'entourage ne va pas forcément chercher le dialogue. Ils vont pouvoir être en position d'alerter, mais en tout cas, ils sont assez frileux à exprimer leurs propres difficultés, leurs propres besoins. Alors, quand on parle de famille, alors je vous ai mis un petit schéma très succinct de ce que pourrait être une famille, mais il faut vraiment considérer que c'est un univers à explorer, sachant qu'en plus aujourd'hui les choses se complexifient aussi au niveau social, puisqu'il y a des familles décomposées, recomposées, enfin ce que vous voulez, qui font que ça peut être vraiment un petit peu complexe à saisir. Ce qu'il faut retenir, c'est que comme chaque personne est singulière, finalement chaque système familial est également unique. Ça nous demande d'oublier les clichés et les stéréotypes et d'analyser les choses dans le détail. Ça implique également de prendre en compte des éléments de l'histoire familiale, par exemple les antécédents familiaux, qui sont bien souvent en fait cités par les familles qui se rappellent l'accompagnement de tel grand-oncle ou grand-tante qui a eu un cancer également et qui est mort dans d'atroces souffrances, et comment ces antécédents-là vont impacter en fait leur accompagnement actuel de leurs proches. Et puis, on peut aussi être vigilant à essayer de repérer la place que chacun tient en fait dans cet univers familial. Quand la maladie survient dans cet univers familial, c'est intéressant de savoir qui est informé. Et puis, au-delà de cela, de savoir qui sait quoi de la maladie, évidemment, mais aussi de sa gravité, par exemple. Alors, un positionnement que le psychologue a l'habitude d'utiliser, c'est de partir du principe qu'en fait, le savoir est du côté du malade et de sa famille. Ça permet de garantir un juste positionnement dans le dialogue, plutôt que d'arriver avec de grands sabots. Eh bien, on va en fait toujours partir de là où en est la personne. Parce que, en fait, les choses ne peuvent ne pas être aussi évidentes que ce qu'on penserait. L'annonce diagnostique va entraîner un véritable séisme psychique pour la personne, mais aussi dans le fonctionnement familial. Et les membres de cette famille peuvent également mobiliser un certain nombre de mécanismes de défense. Donc, pour être sûr d'avoir un positionnement au plus juste et dans le respect également de leurs besoins de protection, eh bien, c'est ce positionnement de se dire qu'en fait, on va partir de là où on est la personne est vraiment aidant. Alors, il faut aussi garder à l'esprit que la famille, elle peut aussi cheminer. Ce qui est vrai à l'instant T ne sera peut-être plus d'actualité plus tard. Donc, c'est important non seulement d'établir un contact au démarrage de l'accompagnement, mais également un contact dans la durée. Alors, concernant l'impact de la maladie sur cet univers familial, eh bien, la maladie, elle est un modificateur de contexte pour le patient, évidemment, mais également pour sa famille, par rapport à l'environnement,
puisque la personne, du fait de ses limitations fonctionnelles, va par exemple entraîner un certain nombre de réajustements dans les rôles et tâches au sein de la famille. Certaines familles vont se mobiliser pour pouvoir accompagner leurs proches, d'autres moins. Ça va aussi impacter la capacité à être en relation les uns avec les autres lorsqu'apparaissent des troubles cognitifs, lorsque la personne est moins vigile. Et puis ça peut du coup entraîner des modifications dans la capacité à exprimer sa volonté. Et là, j'ai un point de vigilance par rapport à ce qu'on appelle la personne de confiance. Et en tout cas, être vigilant à ce que eh bien, la famille ne soit pas non plus dans une position décisionnaire sans avoir vraiment été missionnée par la personne malade, par exemple. Et puis, évidemment, la maladie va entraîner énormément de modifications émotionnelles et affectives, avec parfois de l'anxiété, un sentiment d'insécurité, et ce, quel que soit en fait l'âge de la personne malade, parce que parfois on entend dire, eh bien, oui, mais bon, c'est logique, votre maman, elle a 96 ans. Ben non, ça reste une maman, et puis ça reste quelque chose, une épreuve qui peut être très difficile. La logique n'a rien à voir là-dedans. Alors, parmi les difficultés des proches, ce qui est parfois révélateur, c'est le comportement des familles, parce que parfois, ça révèle en fait leurs propres difficultés inconscientes. Je vous ai mis quelques exemples, alors certes, pour le coup, un petit peu cliché, mais par exemple, face à une famille qui est très très exigeante, on peut toujours se questionner sur la culpabilité qu'ils ressentent. Et face à des familles qui sont fuyantes, on peut questionner le refus de la perte. Et puis parfois, ce qui questionne aussi, c'est ces familles complètement épuisées, mais qui vont refuser les hospitalisations de répit ou les aides. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui vient questionner. Et un point de vigilance sur lequel on peut aussi un petit peu s'attarder dans notre accompagnement, c'est sur ce qui est perdu finalement pour ses proches. Par exemple, être hospitalisé fait perdre d'une certaine manière le statut d'aidant aux conjoints, par exemple, aux enfants. Mais ça peut être d'autres choses, comme l'alimentation. Lorsqu'on va dire que peut-être ce serait judicieux de suspendre l'alimentation, eh bien, pour quelqu'un qui a passé des heures et des heures à préparer la bonne texture de repas, à canaliser des troubles cognitifs pour alimenter sans fausse route, eh bien, l'arrêt de l'alimentation, ça va représenter quelque chose de très difficile à perdre. Mais ça peut être aussi tout simplement la perte de l'intimité du domicile ou du couple quand on met en place des aides à domicile. Alors souvent, les familles vont exprimer des difficultés aussi vis-à-vis des changements de comportement de la personne en fin de vie qui chemine dans sa maladie à sa façon. Parfois, les mécanismes de défense qu'elle va mobiliser vont modifier effectivement son rapport aux autres. Mais aussi, ce qui est souvent cité comme point de difficulté, c'est l'absence de communication. Lorsqu'il n'y a plus rien à faire qu'à être là, souvent les familles vont exprimer un sentiment d'inutilité et d'impuissance, qui parfois les amène à exprimer également un désir de mort. Qu'est-ce qu'on peut entendre quand la famille nous dit, par exemple, c'est inhumain de l'avoir comme ça ou de le voir comme ça, faites que ça en finisse. Alors, eh bien, je rappelle là simplement que chaque sentiment humain, dans tous les sentiments humains, il y a une ambivalence qui fait qu'il y a eh bien, des choses positives ou moins avouables. Par exemple, alors, pour ceux qui ont déjà eu des enfants, on aime nos enfants, mais parfois, vraiment, on a très envie de les tuer aussi. L'ambivalence des sentiments, c'est quelque chose, c'est comme ça. Et dans un moment de grande tension comme celui de la fin de vie, eh ben, cette ambivalence, elle peut être vraiment exacerbée. Ce désir de mort, il peut aussi résulter d'un besoin de contrôle, de maîtrise sur quelque chose qui, aujourd'hui, dans la position actuelle française, est parfois difficile à comprendre, de laisser la mort survenir naturellement.
Et puis parfois, les familles vous expriment aussi ce désir de mort face à des difficultés à supporter ce qu'elles estiment des signes d'inconfort. Et je pense notamment aux râles agoniques de fin de vie, qui sont quand même souvent difficilement vécus par l'entourage et qui nécessitent parfois simplement d'être expliqués pour rassurer la famille. Autre difficulté des proches et qui bien souvent répercute l'équipe soignante, c'est des situations de conflit. Alors, dans la famille, il peut y avoir des conflits, ou ça peut être entre la famille et le patient. Et ça, souvent, ces situations conflictuelles, c'est quelque chose qui vient compliquer l'accompagnement de soins palliatifs et qui est souvent source de stress pour l'équipe soignante. En général, de toute façon, les relations famille-soignant, alors peut-être encore plus en dehors des unités de soins palliatifs, c'est quelque chose qui est assez source de stress pour les équipes soignantes. Alors je dis peut-être ça aussi parce que je suis biaisée, je suis psychologue et que c'est souvent ces familles-là qu'on envoie dans le bureau du psychologue, mais souvent quand même, c'est souvent quelque chose qui est compliqué à gérer pour les équipes soignantes. Alors parfois, il y a aussi simplement aussi le fait qu'on n'est pas dans les mêmes réalités et que par exemple sur des questions d'alimentation notamment qui en fait génèrent énormément de tensions, il y a en fait des décalages. Par exemple, lorsqu'on continue à alimenter quelqu'un qui fait des fausses routes et qui est dément sévère, eh bien l'équipe soignante peut avoir l'impression qu'on s'acharne, alors même que la famille en fait aura l'impression que si on suspend l'alimentation, on abandonne. Donc il y a souvent comme ça une mise en tension entre ces deux notions selon le point de vue dans lequel on se place. Et dans ces situations-là, c'est très important d'avoir une cohésion d'équipe et du dialogue. Et par rapport à ces relations famille-soignant, moi je dis souvent, et c'est un point de vue qui est peut-être personnel, mais attention aux mots qu'on utilise aussi, parce que il tient grâce à vous ou il vous a attendu pour partir, ça peut donner à la famille le sentiment d'avoir accompli son accompagnement, ou au contraire, ça peut venir culpabiliser aussi la famille, qui peut se dire si je n'étais pas venue, elle serait encore là. Ou ça peut même générer également des conflits dans la famille. Hein. Donc ça dépend vraiment de là où en est la famille par rapport à l'acceptation de cette perte à venir aussi. Et peut-être qu'il faut savoir simplement reconnaître que c'est peut-être ça ou peut-être pas ça et qu'en fait, nous n'en savons rien. Et pour finir, je vous fais un petit hors-sujet sur l'accompagnement des personnes sans famille. Parce que, bah, évidemment, ça nous arrive d'accompagner des personnes qui sont seules ou en rupture familiale. Et que dans ce contexte-là, on est bien loin de l'idéal des soins palliatifs, hein, l'image d'Épinal, de cette personne qui va mourir sereine, entourée par sa famille avec une jolie petite lumière douce. Eh bien non, on n'est pas dans le monde des bisounours. Et puis ça arrive qu'on accompagne des personnes qui n'ont plus de famille, plus de contact avec leur famille. Alors, ce qui est souvent difficile et qui renvoie à des choses difficiles pour les équipes soignantes, finalement, ça renvoie à une peur qui est partagée dans notre société aujourd'hui, celle de mourir seul. Et puis parfois aussi à des projections vis-à-vis de sa propre famille et puis vis-à-vis de ses propres grands-parents, par exemple. Avec un questionnement de la part des équipes soignantes, est-ce qu'on doit faire quelque chose pour faire rentrer les choses dans l'ordre ? Alors vraiment, l'ordre, je l'ai mis en gras parce que c'est quel ordre ? Ça vient vraiment questionner ces stéréotypes de fonctionnement. Et puis, les équipes soignantes vont alors essayer de réparer quelque chose. Elles ont un vrai désir de réparer, d'apporter quelque chose pour combler un manque à cette personne, se mobiliser pour être vraiment très présent au chevet de la personne, par exemple. Ce qui questionne aussi sur un désir de toute puissance. Alors, Orman, qui est psychanalyste, lui parlait de plutôt consolation, dans le sens où finalement, il faut garder quand même à l'esprit qu'on ne change rien de l'histoire vécue. Et qu'on est vraiment là plutôt dans un travail d'accompagnement et dans un certain travail de deuil, finalement. Et cette difficulté, cette volonté aussi de faire rentrer les choses dans l'ordre, c'est un questionnement qui se pose d'autant plus qu'on se trouve en phase terminale de la maladie, où se pose alors la question de prévenir ou pas la famille. Donc ça, c'est vraiment des choses qui sont très importantes de pouvoir échanger en équipe sur ces questions-là.
Voilà, et du coup, je vous propose de vous présenter maintenant l'accompagnement des familles dans le deuil, qui est donc la deuxième partie de ce petit topo. Donc l'accompagnement des familles dans le deuil fait partie des missions notamment du psychologue en soins palliatifs. Donc, si on s'intéresse un petit peu au descriptif de ce que c'est que le deuil, l'étymologie du deuil vient du mot latin dolore, qui veut dire souffrir. Donc, le travail du deuil, on parle souvent de travail de deuil ou de cheminement du deuil, c'est un travail qui se fait plutôt dans la souffrance. Le deuil représente l'ensemble des réactions physiques, psychologiques, affectives et comportementales consécutives à toute perte significative. Donc il faut bien comprendre que on peut être en deuil d'autre chose que de la perte d'un être vivant. Par exemple, quelqu'un qui va rentrer en EHPAD va peut-être entamer un deuil de son domicile. Quelqu'un qui est en parcours de rééducation peut faire un deuil de ses capacités antérieures. Enfin, c'est vraiment quelque chose auquel on est confronté tout au long de sa vie. Alors, je vous ai mis une représentation aussi du schéma qu'on trouve assez classiquement sur le travail du deuil, qui a été beaucoup élaboré par Elisabeth Kubler-Ross par rapport aux étapes du mourant. Donc, la personne endeuillée traverse plusieurs étapes. Alors, c'est largement pas aussi linéaire que ça, mais donc, on va dire grosso modo, de façon très très schématique, passe par une phase de choc et de déni, puis de colère, de marchandage, de tristesse, avant d'aller vers une phase de résignation, d'acceptation et de reconstruction. Donc, comme dit, c'est pas aussi linéaire que ça. Et il y a des allers-retours, il y a des détours. Alors moi, je parle beaucoup plus facilement de chemin du deuil que du travail de deuil, parce que je trouve que l'image du chemin laisse supposer qu'on peut tous avoir un parcours qui va être un petit peu différent. Et alors, il existe aussi ce qu'on appelle des deuils compliqués et des deuils qui sont pathologiques. Sachant que les missions du psychologue en soins palliatifs, c'est d'accompagner le deuil, et on accompagne régulièrement des personnes qui sont dans un deuil parfaitement normal, où souvent, en fait, on rassure aussi simplement les personnes sur le fait que, eh bien, c'est pas parce que ça fait 3 mois que la personne est décédée qu'on ne devrait plus être triste, par exemple. Donc vraiment, on rassure aussi beaucoup les personnes sur la normalité de leur cheminement dans le deuil. Alors, il y a des recherches qui ont étudié ce qui influençait le travail du deuil, et notamment ce qui pouvait engendrer un deuil pathologique ou un deuil compliqué. Ce qui est très très important dans le vécu de son deuil, c'est le type de relation avec l'être perdu. Évidemment, si vous avez une relation très fusionnelle avec vos grands-parents et qui décèdent, ben, vous allez être impacté différemment que si c'était des grands-parents très absents ou des personnes maltraitantes, où là, vous allez forcément pas avoir le même vécu de deuil. Ce qui impacte aussi également, c'est les circonstances liées à la perte, si c'est un décès brutal ou attendu, les répétitions des deuils et des séparations, l'âge dans lequel vous vous situez, mais aussi la période de la vie où le deuil survient, si c'est une période de la vie où vous êtes plutôt en difficulté, par exemple, l'absence de support psychosocial, ou encore le fait d'avoir des antécédents psychiatriques. Enfin, il y a un certain nombre de facteurs qui vont influencer ce travail du deuil. Alors, quand on parle de deuil compliqué, deuil pathologique, donc un deuil compliqué, ça va être lorsque la souffrance du deuil est augmentée en intensité et en temps. C'est vraiment un changement quantitatif des manifestations du deuil. Alors, je vous ai mis 3 exemples. Le deuil différé, c'est lorsqu'en fait cette période de déni va se prolonger. La personne ne se rend pas compte pendant un temps vraiment très important de la réalité de la perte. Le deuil inhibé, ce sont des personnes qui vont avoir peu de manifestations affectives et émotionnelles de leur deuil, et où parfois, en fait, ce deuil se manifeste de façon plus psychosomatique. Alors, c'est très, très schématique, ce que je vous dis là. Et le deuil chronique, c'est lorsqu'en fait, la phase de tristesse va vraiment se prolonger dans le temps. Alors, voilà, le chemin du deuil reste quelque chose de très personnel, très individuel, donc c'est vrai que c'est parfois un petit peu difficile de différencier le deuil
normal d'un deuil pathologique. Quand on parle de deuil pathologique, on va parler plutôt d'un changement qualitatif dans les manifestations du deuil, c'est-à-dire, en grosso modo, de la survenue d'une maladie physique ou mentale qui va, en fait, venir dans la période du deuil, déséquilibrer un équilibre qui était jusque-là assez fragile, par exemple. Voilà, donc c'est vraiment quelques grandes lignes aussi pour vous rappeler que l'accompagnement des familles ne s'arrête pas au décès de la personne en soins palliatifs. Et en conclusion du coup de ce petit topo, je vous rappelle simplement qu'il est plus qu'important, essentiel de dialoguer, de se parler, d'écouter soi et aussi les autres. Et par rapport à cet accompagnement des familles, de chercher le contact avec l'entourage et d'instaurer une relation de confiance et une communication avec les familles. Alors, quand on est dans une unité soins palliatifs, ça peut paraître évident. Quand on est dans un EHPAD, dès l'admission, c'est important. Et puis, voilà, c'est quelque chose qui demande peut-être un peu plus d'effort. Et puis aussi, mettre des mots, ne pas hésiter à mettre des mots sur des choses qui peuvent paraître évidentes pour soi en tant que soignant. Par exemple, sur la phase agonique, les signes d'une mort qui va venir. Expliquer tout ça, mettre des mots dessus, parce que pour les familles, c'est pas forcément toujours si évident que ça. Donc vraiment, le dialogue est essentiel.